propose que tu démarres. On y va. Bonjour, merci de votre présence à ce webinaire Synto du jeudi 13 octobre 2022 avec la participation de Guillaume Hébert de GRT Gaz, utilisateur de Synto Cloud dans le cadre d'un vaste projet national. Nous précisons que ce webinaire est enregistré. Durant la présentation, veuillez utiliser l'espace de conversation pour poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons en fin de session. Concernant l'agenda de ce webinaire, nous démarrons avec une présentation de Dominique Pouliken de Synto et Synto Cloud. S'en suivra une démonstration de la plateforme par João Carlos Pereira Fiallo. Puis, Guillaume Hébert de GRT Gaz nous fera part de son expérience avec Synto Cloud. Pour terminer la session de présentation, Dominique nous dira quelques mots sur les prochaines évolutions de Synto Cloud. Et enfin, nous avons réservé quelques minutes à la fin de cette session pour répondre à vos questions. Bonne présentation à tous. Dominique. Oui, merci. Merci, Denis. Donc, Dominique Pouliken, je suis le CEO, mais surtout le Product Manager de Synto Cloud. Ça veut dire que je participe avec le CTO à la définition du produit en écoutant donc les requêtes de nos clients. Pour ma part, j'ai 20-25 ans d'expérience dans la reality capture. Première expérience, c'est à travers une start-up que j'ai cofondée à Sophia Antipolis, spin-off de l'INRIA, qui s'appelait RealViz, qui faisait de la photogrammétrie, principalement, une start-up qui a été vendue ensuite à Autodesk. Je faisais partie du groupe cofondateur donc, du logiciel Recap, que vous connaissez sans doute, Autodesk Recap. J'étais product manager de Recap pendant plusieurs années, avant donc de joindre l'équipe et être cofondateur de Synto. Je suis basé aux États-Unis et voilà, donc prochaine slide. Synto donc, va se positionner dans le monde des jumeaux numériques, qu'on appelle Digital Twins. Ces jumeaux numériques qui sont des représentations numériques les plus réalistes possibles d'un certain nombre de biens ou de process ou de systèmes. Nous, on va s'intéresser plutôt au monde tel que construit, donc à obtenir des digitaux numériques, que ce soit dans l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'automobile, l'aérospace, le pétrole, la distribution d'énergie, etc., mais également dans le BIM et la construction. Et ces jumeaux numériques vont avoir un certain nombre d'objectifs, en particulier tout ce qui concerne le prototypage, de déroulement de scénarios, des what if, qu'est-ce qui se passe si on fait telle ou telle action, de faire de la simulation, bien sûr, et même maintenant aussi beaucoup de nos clients commencent à réfléchir à des solutions de pilotage à distance de leurs actifs industriels à travers ces jumeaux numériques. Alors, ça, c'est le contexte global. Le problème qu'on a tous dans nos industries complexes, c'est qu'il y a une grosse différence, on vit dans des mondes complexes, il y a une grosse différence entre le monde tel que construit, que vous connaissez dans vos différents marchés, et une éventuelle représentation 3D de ces mondes qui, au mieux, commencent à exister, au pire, n'existent que sous forme de plans 2D qui existent depuis un certain nombre d'années et qui sont complètement outdated. Donc, il existe un gros écart, et cet écart-là, on va essayer de le remplir en tout cas grâce à la reality capture. Donc, la reality capture, aujourd'hui, concerne un certain nombre de technologies, de techniques qui vont de caméras, de senseurs complètement passifs, qui sont ces caméras qu'on peut mettre maintenant sur le casque, donc qui produisent des images panoramiques ou des vidéos panoramiques 360. Peut-être appuyer sur, voilà, avec les différents fournisseurs. Donc là, un des principaux devices sur ces caméras 360, c'est le Ricoh Data, mais il y en a d'autres. Et il y a pas mal de sociétés comme OpenSpace aux États-Unis, Struction Site ou Drone Deploy qui se sont lancées donc dans la consommation de ces devices, de ces images, pour faire donc de la documentation sur site rapide et régulière. En gros, pratiquement tous les jours, on peut aller scanner ou vous dire aller capturer ces images sur un site et comparer au jour précédent ou au mois précédent et comparer également au modèle BIM. Technologie suivante, c'est ce qu'on appelle le Matterport. Ils ont sorti récemment le Matterport Pro 3, qui maintenant, au-delà de la lumière structurée, est capable également d'utiliser le LiDAR
pour avoir une certaine géométrie 3D avec une certaine précision. Ce ne sont pas des lasers scanners. C'est un laser scanner terrestre, mais avec une précision de 20 mm à 10 mètres et à peu près de 1 million de points par scan. Donc, l'orientation est quand même la visite virtuelle, toujours, plutôt que les applications industrielles. On commence à avoir du LiDAR sur des smartphones également, avec qui a une portée très limitée, une résolution très limitée, mais pour rajouter des équipements à vos espaces industriels, au lieu d'utiliser des lasers scanners coûteux, pourquoi pas, on commence à avoir des applications dans ce sens. Le drone, bien sûr, le drone qui porte une caméra et qui ensuite, par photogrammétrie, avec des plateformes comme Pix4D ou Drone Deploy, vont permettre de reconstruire une géométrie 3D. Ça existe maintenant depuis une dizaine d'années. Ça marche très, très bien, mais ça marche en extérieur, bien sûr. On a aussi maintenant des drones qui portent des systèmes Velodyne ou donc des capteurs laser. Un des fournisseurs est une boîte australienne qui s'appelle Emescent, qui fabrique un device qui s'appelle Overmap, et qui donc va capturer du point cloud à partir donc du drone. L'avantage de l'overmap étant qu'on peut le détacher du drone et le mettre sur un backpack ou le tenir à la main. Donc on peut faire avec ce même device à la fois une capture drone et une capture, je dirais, indoor. Bien sûr, il y a tous ces systèmes type Teledyne Optech qui vont être montés sur des voitures, sur des trains, sur des avions pour capturer des longs linéaires de routes ou de voies ferrées. C'est aussi une autre application qui existe depuis plusieurs années. Il n'y a pas beaucoup de démocratisation là sur ces aspects-là. Ça reste des devices extrêmement coûteux toujours. Et ensuite, il y a toujours donc toute cette série de capteurs laser qui soient statiques ou mobiles, qui concernent en fait l'essentiel de notre intérêt, en tout cas ce qui concerne Cintu, puisque ce sont les devices qui vont être utilisés pour capturer des intérieurs, des espaces donc d'usines, de bâtiments commerciaux, des espaces de type raffinerie ou plateforme pétrolière, etc. Là, il y a plusieurs fournisseurs, comme vous le savez, hein. Leica et Faro partagent à peu près 80% du marché du scanner laser. Navis a fait une entrée très remarquée depuis à peu près 18 mois là maintenant avec son device mobile VLX, fournit une donnée de qualité. Et il y a d'autres prétendants, Viametris en France, ou alors Geoslam qui vient d'être racheté d'ailleurs par la société Faro. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce la semaine dernière, ou enfin il y a quelques jours. Et voilà, donc c'est un monde qui bouge, qui fournit. Le seul problème qu'on a dans cet univers, c'est qu'il n'y a pas un device qui va servir à tout le monde pour faire tous les cas d'usage. Donc c'est vraiment selon le cas d'usage et selon l'application que vous allez choisir telle ou telle solution. L'important, bien sûr, pour Cintu étant d'être, je dirais, hardware agnostique, c'est-à-dire d'être capable de lire chacun de ces devices et donc d'interpréter l'information et de la mettre disponible, je dirais, au plus grand nombre, s'agissant de lidar statique, de lidar mobile, de lidar terrestre, de lidar monté sur drone, ou voire de données photogrammétriques, voire de données smartphone, etc. Et on s'intéresse également aux images 360. Donc, on va parler surtout aujourd'hui de scan laser. Donc, vous connaissez le scan laser. Ce sont des devices qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Ils fournissent un nuage de points, un point cloud, qui est en fait un jeu de points 3D, donc des coordonnées 3D dans l'espace, extrêmement déterministe. C'est aussi l'avantage du scanner laser, à la différence de la photogrammétrie, par exemple, où la photogrammétrie peut ou ne peut pas marcher selon ce que vous photographiez, hein, puisque la photogrammétrie ne peut pas marcher sur des espaces uniformes blancs, par un mur blanc. Vous extrairez zéro information 3D par photogrammétrie. Par contre, le LiDAR va vous fournir une information extrêmement déterministe, avec une précision pour les lidars statiques qui vont de quelques millimètres à des lidars mobiles qui sont plutôt à 2 cm, selon le type d'information qu'on a à capturer. Le problème principal, et on arrive vraiment à Cintu maintenant, c'est ces données qu'on capture avec ces scans laser sont massives, hein. Un scan va vous générer entre 250 mégas et 2 gigas de données. Donc, pour une usine automobile, par exemple, comme on en traite beaucoup avec Cintu Cloud, on parle à peu près de 5000 positions de scanner, soit pas loin de 5 terabytes de données, donc 5 téraoctets de données sous forme de nuages de points. Donc, la technologie qu'on a développée à Cintu
depuis donc qui c'est en fait une technologie qui est au départ issue du CNRS, la Sophia Antipolis, développée par nos cofondateurs qui sont des PhD. Et donc on a intégré bien sûr dans notre produit. C'est une technologie qui va permettre de transformer ces nuages de points qui sont très lourds, très difficiles à collaborer, très difficiles à uploader dans le cloud. Et on va donc pouvoir les transformer en mesh 3D ou en données surfaciques et qui vont avoir l'avantage de comprimer la donnée dans un rapport de 10 à 20 fois. Donc, c'est-à-dire que si on parle, par exemple, si on part de 100 gigas de données nuage de points, ce qui va être uploadé dans le cloud sous forme de mesh va être entre de l'ordre de 5 gigas à peu près, donc 10 à 20 fois moins. Donc, on facilite le fait d'uploader la donnée dans le cloud, d'une part, mais aussi on facilite l'interprétation. Notre monde à nous n'est pas fait de nuages de points. Le nuage de points est une donnée assez ambiguë puisqu'on voit à travers le nuage. Quand on fait une mesure, on n'est jamais sûr de piquer sur le bon point. On peut très bien piquer sur un point qui est derrière. Alors qu'avec une donnée surfacique qui a zéro compromis sur la résolution et sur la précision des données sources, là, on a une donnée qui est extrêmement facile à interpréter, extrêmement facile à utiliser et donc extrêmement facile également à naviguer. Si tu peux juste revenir à la slide précédente. Donc, cette donnée en plus 3D, on va pouvoir la streamer très rapidement dans un browser web. Ça, c'est un autre aspect de notre technologie. Le streaming 3D fait partie des points forts de Syntu. Et last but not least, on est capable également, comme on maintient la qualité des données sources, on maintient la structure de projet, on est capable de faire la transformation inverse. C'est-à-dire qu'on est capable de repartir de la surface de la donnée que donc mesh, qui est dans le cloud, pour la retransformer en nuage de points et faciliter ainsi la distribution de ces données de confiance pour, par exemple, des gens qui ont besoin d'un nuage de points en format RCP ou RCS dans des logiciels comme Revit ou Navisworks. Slide suivante. Donc, cette technologie de base fondamentale est une vraie disruption dans cette industrie du laser scanning que l'on a introduite il y a à peu près 4 ans dans un logiciel qui s'appelle, dans une plateforme qui s'appelle Syntu-Cloud. Donc, le cœur technologique, c'est d'être complètement mesh-based. Syntu-Cloud est complètement mesh-based. C'est une plateforme qui va rendre donc vos scans cloud compatibles, donc collaboratifs. On peut collaborer sur cette donnée. C'est une source de données unique pour l'ensemble des gens qui vont travailler sur un même projet, qui peuvent être répartis partout dans le pays ou partout dans le monde. Donc, plus de problèmes de silos dans les entreprises, plus besoin d'envoyer des données par FedEx, etc. La donnée est disponible de n'importe où à n'importe quel moment. Et ça, c'est un point fort. Bien sûr, dans Syntu-Cloud, il y a un certain nombre de fonctionnalités, de partage, de collaboration, de mesures, d'annotation, de comparaison au modèle BIM, etc. Joao vous fera une démo de tout ça dans quelques minutes. Et Syntu-Cloud donc, fonctionne exclusivement sur Amazon ou Azure, avec la possibilité de pouvoir choisir le data center dans lequel vous allez héberger la donnée. Donc, si par exemple, vous avez un client qui insiste pour que sa donnée reste en France, il n'y a pas de souci, puisque Amazon ou Azure propose des data centers en France, et donc on s'assure de la souveraineté des données. Okay, donc, ça, c'est un point important. Il faut savoir aussi que Syntu est une société qui est SOC 2 type 2, compliance, c'est-à-dire qu'on est au plus haut standard de cybersécurité aux États-Unis pour les plateformes de type SaaS. Slide suivante. Donc, l'écosystème. Je vais peut-être te laisser parler là-dessus, Joao. OK. Donc, concernant l'écosystème de Syntu-Cloud, on a d'abord un côté acquisition sur le site ou le chantier, donc avec différents matériels et de différents fournisseurs, différents fabricants. Donc, l'intérêt, c'est d'être agnostique par rapport à ces différents matériels et fournisseurs. Donc, qui vont vous produire des nuages de points en format neutre 57 ou récap ou Faro. Et grâce à l'outil Syntu Connect, ces données vont pouvoir être transformées en maillage et chargées dans le cloud sur la plateforme. À partir de là, sur la plateforme Syntu Cloud, grâce à la visionneuse, au travers d'une visionneuse web, un navigateur Chrome, Firefox, vous pourrez naviguer, annoter, comme le disait Dominique, travailler sur les données, mais vous pourrez aussi y rajouter les maquettes 3D
correspondantes donc au format IFC, Revit, Navisworks. Et puis, collaborer avec des connexions avec Autodesk Construction Cloud, donc que ce soit pour charger des maquettes sur Site2Cloud, mais aussi dans l'autre sens, pour envoyer les annotations qui ont été faites dans Site2Cloud vers Autodesk Construction Cloud ou BIMTrack ou Procore. Et puis, toutes ces données, une fois qu'elles sont sur la plateforme, elles vont être utilisables aussi côté bureau. Donc, comme le disait Dominique, si vous avez besoin de récupérer une partie des données, toute ou partie des données sous la forme de nuages de points, vous pourrez les réexporter toujours avec Sim2Connect pour récupérer des fichiers de nuages de points, mais vous n'êtes pas obligé de récupérer l'ensemble. Vous pouvez faire des crops, des parties. Vous pouvez aussi générer des maillages, de fichiers de maillage 3D unifiés, donc dans différents formats. Et puis, par rapport à toutes les annotations, avoir des rapports en PDF, du format BCF Zip, et éventuellement partager aussi avec la visionneuse partagée et prendre les mesures, les annotations. Bien sûr, tout ça, que ce soit les nuages de points ou les objets de maillage OBJ, STL, FBX, vont vous permettre de rattacher tout ça dans vos différents logiciels d'études. OK, merci. Donc, Sim2Cloud est utilisé aujourd'hui par un peu plus de 400 clients dans plus de 32 pays. Ces clients uploadaient plus de 2 500 000 scans à peu près sur la plateforme. Ça représente 300 millions de mètres carrés. C'est une plateforme extrêmement robuste, extrêmement utilisée. On a plus de 30 000 utilisateurs. Slide suivante. Et on va donc, avec cette plateforme, proposer 3 types de propositions de valeur, on va dire. La première concerne tout ce qui concerne à gauche, le partage, donc la visualisation d'abord, le stockage dans le cloud, le partage, la collaboration, la prise de notes, la prise de mesure, la distribution. Le fait d'avoir cette visualisation en mesh permet justement d'avoir beaucoup plus de personnes qui puissent utiliser la donnée cloud, la donnée scanner, parce qu'on sort du cadre habituel qui sont les experts, qui sont les BIM managers, qui sont les CAD managers, qui sont les surveilleurs ou les géomètres. Non, maintenant, grâce à Sim2Cloud, il y a toute une population, je dirais, qui peut travailler sur la donnée dans un simple browser web, sans plugin à installer. Ça, c'est vraiment la proposition de valeur numéro 1. La deuxième, c'est qu'on concerne le contrôle qualité, la possibilité de comparer votre existant tel que construit, qui est donc l'information issue du scanner, de le comparer au modèle, que ce soit un modèle BIM ou un modèle CAD, et de détecter des différences, et à ce moment-là, de prendre les décisions qu'il faut pour gommer ces différences. Et la troisième proposition de valeur concerne tout ce qui concerne l'asset management, la possibilité d'utiliser vos données scan pour gérer vos actifs, gérer vos équipements dans leur monde tel que construit. Ça, c'est un jeu je dirais, d'outils que l'on est en train de sortir, qui est en version bêta. J'en parlerai tout à l'heure un peu plus, mais je vais peut-être laisser maintenant la place à la démo par Joao. Oui, je vais vous faire donc une démo sur la plateforme. Donc, on accède à la plateforme. Là, je suis sur le navigateur Chrome. J'ai accédé à un de mes projets. Et là, sur la barre, sur la partie gauche, vous avez le Project Explorer. Donc, ce sont des répertoires, mais qui sont surtout des scènes 3D. Donc, vous stockez vos données ici, vos données scan. Une fois qu'elles sont importées, elles sont visibles ici. Vous pouvez donc aussi avoir des données de maquettes 3D. Et à partir de là, vous pouvez accéder à vos scans en vue 3D. Donc, par défaut, on arrive en scan mode et en panoramique. Et pour voir la surface qui a été générée, voilà le mesh qui a été généré par l'acquisition par Sim2Connect lorsqu'on charge le nuage de points. Et vous pouvez donc rajouter, donc là c'est le mode de navigation de scan en scan. Donc vous êtes
rattaché au scan, vous pouvez zoomer, mais vous pouvez tourner, mais vous êtes toujours rattaché au scan. Et puis, on a un mode de navigation libre, le 3D Navi, avec le Turbo Mesh, qui permet d'avoir un rendu équivalent au mode de navigation scan. Et par-dessus, vous pouvez donc ajouter vos maquettes et naviguer finalement aussi sur la hiérarchie de vos maquettes. Donc ici, on voit qu'on a toute la hiérarchie de la maquette et on peut sélectionner, on peut décider d'isoler ou de voir des éléments. Donc là, par exemple, je vais aller sur les éléments des poteaux, demander de les isoler. Et donc là, on voit, je vais repasser en mode scan, voilà. Là, on voit que ces poteaux ont été mis en surbrillance. Vous pouvez aussi décider de cliquer sur un des objets de la maquette et vous pouvez voir en bas ici les propriétés, afficher les propriétés de ce poteau-là, donc les propriétés qui sont dans la maquette, donc ici le profil, le matériau, la source, les matériaux Revit, donc, et vous pouvez effectivement récupérer les informations qui sont ici. Si par exemple vous souhaitez mettre une annotation à cet endroit-là, vous lui donnez un titre, vérifier le poteau. Vous pouvez lui donner un label, par exemple le numéro d'étage. Et comme on a fait un copier-coller ici, vous pourrez facilement lui remettre l'information. Et créer la notation. Donc vous pourrez revenir, ou les autres personnes qui ont accès au projet pourront venir consulter la notation, éventuellement y répondre directement, et on a récupéré, comme ça on a pu récupérer les informations qui proviennent de la maquette 3D. Je vais changer de projet. Ici, on a un autre projet. Donc, on voit qu'ici en bas, j'ai une petite fenêtre de navigation. Et je peux me déplacer encore une fois en mode la panoramique. Si je bascule, alors là, le scan a été fait en noir et blanc. Si je bascule en mode surface, que je rajoute ma maquette 3D, on voit les couleurs de la maquette 3D qui sont apparues là-haut aussi. Et là, on peut utiliser un outil de comparaison. Donc, décider, on veut comparer quoi? On veut comparer, par exemple, les scans avec comme référence la maquette et utiliser l'outil de visualisation de différence. Donc, paramétrer ici une valeur de tolérance, donc en l'occurrence 5 cm. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qui est au-delà de la tolérance, qui est là de plus ou moins 5 cm, apparaît en rouge. Et tout ce qui est à l'intérieur de la tolérance est en vert. On peut bien sûr, là, on dit que la référence, c'était la maquette et qu'on compare les scans. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que la référence, c'est le scan, et on veut voir la différence sur les maquettes. On a cette tolérance qui est fixée, mais aussi on peut avoir le dégradé de couleur sur la base de bleu quand on est à moins de 5 cm et rouge quand on est à plus de 5 cm, avec tout le dégradé, en passant par le vert qui est quand les choses sont alignées. Et là, ce qu'on a constaté tout à l'heure, et on va le voir ici avec l'autre outil, le Visual Check Tool, où là, on a une petite réglette qui nous permet de passer de la visibilité 100% scan, 100% maquette, pour pouvoir comprendre effectivement ce qui se passe. Et là, on voit bien que la porte n'est pas du tout à la bonne taille ni à la bonne position.
Donc, c'est ça qui va nous permettre, avec ces outils de différence visuelle, d'annoter et de demander, effectivement. Donc, les annotations, on a 3 types d'annotations, hein. Donc, note, c'est une note publique qui est entièrement accessible à tous les membres du projet. Une note privée, ça va être une note qu'on va pouvoir affecter à une personne qui a l'accès ici au projet. Et puis, les issues, ça vient du monde du BIM, c'est les problèmes. Donc là, on va pouvoir mettre un titre, de la même façon, un label éventuellement pour pouvoir les filtrer, le rechercher, affecter une sévérité, donc haute, demander une date de résolution, et puis demander à régler le problème, et on crée la notation. Voilà, donc à partir de là, on pourra, tout à l'heure je vais vous montrer dans la suite, comment on travaille, comment on peut faire des rapports, comment on peut distribuer ces annotations. Donc on a des outils aussi de mesure. Donc on va pouvoir prendre des mesures libres, entre 2 points, des mesures fixées sur un des axes, X, Y, Z, ou aussi des mesures en disto, c'est-à-dire perpendiculaires à la première surface qu'on va cliquer. Donc là, en l'occurrence, on va essayer de voir du sol. Donc on va prendre un ortho Z. Voilà, on va cliquer ici. Et là, on va pouvoir les mesurer, par exemple, à la distance à la sous-face du tuyau. Voilà, là, ici, je vois que j'ai 7,19 m, donc on la sauvegarde. Et à partir de ce moment-là, on a un icône sous forme de règle qui apparaît. Et on peut toujours venir la réafficher, ou soit dans la liste ici, pour retrouver cette distance. Mais on n'est pas obligé de toutes les sauvegarder. Alors, je vais vous montrer aussi un projet dans lequel il n'a pas été fait en noir et blanc, mais en couleur. Donc ici, on est sur le mode panoramique. Encore une fois, on est en mode panoramique, donc on affiche la photo. Là, on voit le mesh qui a été généré. Et on va pouvoir voir les différentes données aussi, donc que ce soit la maquette comme tout à l'heure, mais aussi des plans 2D. Ici, si je viens dans le data, sur les plans 2D, ici, on a pu intégrer un plan 2D par niveau. Donc si je retourne sur un scan et qu'on les affiche, ainsi que la maquette, on voit qu'ici, dans la petite fenêtre de navigation, on a le plan 2D qui s'est affiché. Et là, si je repasse en mode vue d'ensemble, on voit ici les différents plans 2D qui sont affichés. Donc ça permet effectivement de travailler non seulement avec la maquette, mais aussi avec un fond de plan. Et par défaut, il faut penser à repasser en mode surface ou surface colorée, puisqu'elles sont colorées à partir du nuage de points et de l'acquisition. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de faire des crops. Donc l'intérêt, c'est, comme on le disait, de pouvoir partager une partie du nuage de points, et non pas la totalité du nuage de points. Donc ici, quand on lance l'outil crop, on va avoir les réglettes, et on a aussi la possibilité de le créer à partir d'une boîte. Pour ça, on va repasser en mode navigation libre, en perspective. Et on va pouvoir travailler directement les faces du cube. Donc c'est l'outil qui va vous permettre de faire des sections. Aussi bien des sections pour partager des coupes. Donc à partir du moment où on est satisfait de du morceau qu'on souhaite, on va le rajouter. Il prend un nom par défaut qu'on peut éditer.
Et on va pouvoir, dans ce cas-là, à l'aide de l'outil ensuite Syn2 Connect, exporter en nuage de points ou bien créer un maillage 3D unifié. Donc, vous pourrez partager ce nuage de points. Évidemment, plutôt que de partager l'ensemble du nuage de points de toutes les données ou de tout le niveau, vous pourrez uniquement partager une petite partie qui vous intéresse au format. Donc ici, vous allez choisir le format E57, une décimation, un nombre, un répertoire, un nom de fichier et lancer l'export. Voilà pour ma démo rapide. Je vais donner la main maintenant à Guillaume Hébert. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Joao. Merci Denis, Dominique de m'avoir invité à partager nos usages de Syn2 chez GRT Gaz. Moi, je vais me présenter rapidement. Vous m'entendez bien déjà? Oui, très bien. Oui, ouais, très bien. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Guillaume Hébert. Je travaille donc chez GRT Gaz à la direction des projets de l'ingénierie et au sein du département bureau d'études. Donc moi je suis géomaticien et puis je travaille sur la partie captation de la réalité. Donc on a des drones et un scanner laser. Et j'utilise Syn2 depuis maintenant 2 ans et demi, je crois. Et puis très récemment, GRT Gaz a décidé de déployer Syn2, l'utilisation de Syn2 à toute l'entreprise, puisque auparavant, on s'était limité au département bureau d'études. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas GRT Gaz, c'est bon. 2 petits slides de présentation rapide de l'entreprise. Donc GRT Gaz, c'est un des 2 transporteurs de gaz en France. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de réseau dans le sud-ouest, mais ils ont bien le gaz, c'est Teréga qui s'en occupe. Et je salue d'ailleurs nos confrères de Teréga. GRT Gaz exploite 32 500 km de canalisation environ, de canalisation enterrée, sur une plage de diamètre qui va de 8 cm à 1,50 m et des pressions de 16 bars à 100 bars, et possède environ 5000 installations aériennes de tuyauterie. Donc elle a bien une mission de service public qui est d'assurer l'acheminement du gaz naturel en France. Elle a un rôle clé dans les infrastructures gazières européennes. Elle possède sa filiale Engie qui gère toute la partie terminaux méthaniers, et une autre filiale GRT Gaz Deutschland qui est l'opérateur du réseau de transport Megal en Allemagne. GRT Gaz possède également son centre de recherche intégré qui s'appelle RICE et qui permet une coopération à l'international sur une multitude de sujets de recherche donc sur le gaz. GRT Gaz se veut être un acteur de la transition énergétique incontournable en accueillant sur son réseau un maximum de gaz renouvelable, y compris l'hydrogène, et contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Alors, pourquoi donc la chaîne de valeur de GRT Gaz? Schématiquement, donc c'est le principe du réseau exploité par GRT Gaz. Donc en vert, on aura les canalisations enterrées et tous nos clients et tous les fournisseurs de gaz qui s'y connectent. Donc on va avoir LNG, par exemple, qui va s'y connecter pour déverser tout le gaz naturel liquéfié qu'il reçoit sur ses méthaniers. On va avoir Storengy et son stockage et ses stockages de gaz qui vont permettre de stocker du gaz. On a aussi tous les producteurs de biogaz, de biométhane, via des stations de biométhane qui vont injecter du gaz sur le réseau. Et on a également tous les industriels, toutes les centrales électriques et tous les gestionnaires de distribution de gaz public qui vont s'y connecter pour consommer le gaz. Nos installations aériennes en fait sont représentées par les petits ronds avec les plus. Donc c'est tous ces petits ronds qu'on va pouvoir stocker nous en nuage de points et consulter dans Syn2. Donc c'est sur ces nuages de points qu'on va se focaliser. Alors pourquoi des nuages de points dans le cloud? En fait, pour les 32 000 km de canalisation enterrée, on utilise un SIG qui va permettre de gérer son emplacement et puis les métadonnées qui sont associées à tous ces ouvrages, donc le diamètre, la pression, l'épaisseur, plusieurs paramètres. Mais pour la partie installation aérienne,
qui comprend tous nos postes de livraison. Alors, tu peux revenir sur la slide d'avant, mais Joao. Ouais, merci. Mais pour toute la partie donc installation aérienne qui comprend nos postes de livraison, injection, clients et nos stations de compression, interconnexion. Donc ça, c'est des éléments qui vont permettre de rediriger le gaz vers la bonne partie du réseau. On utilise une GMAO et puis un PLM pour la partie données, et puis pour la partie plan, c'est stocké au format PDF et sont des plans DAO dessinés sous microstation de Bentley. Donc depuis quelques années, pour effectuer la mise à jour de ces plans 2D, la plupart des géomètres externes utilisent des scanners laser pour réaliser leur relevé. Donc ils nous fournissaient en livrable les plans 2D, DAO, comme on le souhaitait, et en PDF, mais certains d'entre eux nous donnaient aussi les nuages de points, donc qu'on pouvait consulter via une visionneuse, Sim2Go, je ne sais pas si vous connaissez, ou TrueCloud. Mais cette visionneuse nécessitait parfois des droits administrateurs, donc, chose que notre DSI n'apprécie pas tant que ça. Et puis le poids des visionneuses avec les nuages était tellement gros qu'on ne pouvait pas les stocker sur nos serveurs, et donc difficilement partageables. Donc toutes ces données-là étaient stockées sur des disques durs ou des clés USB qu'on stockait dans nos armoires. Donc ça rend le partage et l'utilisation de cette donnée quand même assez compliqué. Donc on a emmagasiné dans nos armoires une grande quantité de données qui étaient très intéressantes, hein, mais dont peu de gens connaissaient l'existence, parce qu'on n'avait pas forcément de listing de tout ce qui avait été fait, et qui pouvait être utile à plein de services chez GRT Gaz, et que personne n'utilisait. Donc, rassurez-vous, hein, on a pu vider nos armoires presque directement dans Sim2, avec l'aide de nos géomètres, qui ont récupéré les bons formats pour les uploader directement dans Sim2. Alors, tout ça pourquoi ? En fait, pendant la phase d'exploitation de l'ouvrage, alors ce nuage permet à nos équipes de terrain de pouvoir se déplacer dans le poste, donc soit vers les Bubble View que vous venez de voir via la démonstration de Joao, donc c'est un peu comme dans Street View, c'est le même principe, depuis leur bureau, et puis d'éviter un déplacement systématique pour prendre des cotes ou vérifier certaines caractéristiques d'appareil. En fait, finalement, c'est avoir une vision exhaustive de l'installation. Par là, j'entends toutes les métadonnées qui n'ont pas été jugées importantes et qui ne seront pas présentes soit dans notre GMAO ou dans toutes les autres bases de données qui sont descriptives de nos ouvrages. Et pendant les phases de projet, donc les modifications de tuyauterie ou compléments d'installation, Sim2 permettra de consulter ce nuage pour avoir des codes précises pour réaliser une première étude fiable et rapide dans les toutes premières phases des projets, mais aussi ça va permettre de télécharger ce nuage de points pour débuter les études de tuyauterie assez rapidement avec des données fiables, en l'important dans notre outil DAO MicroStation et en utilisant des outils de détection d'axes qui vont accélérer et simplifier la modélisation de la partie existante de l'installation sur laquelle on va venir se raccorder. Ça permet aussi tout simplement de détecter les clashs, de vérifier que certaines tuyauteries ne sont pas montées en tension pendant le chantier. D'ailleurs, on peut voir là sur l'exemple de gauche, donc c'est une simulation d'implantation d'extension d'un site. On a récupéré le nuage de points, on a récupéré l'axe, et ce qui fait que ça simplifie grandement les choses. On a ensuite uploadé la maquette 3D qu'on avait dessinée sous MicroStation. On l'a remonté dans Sim2 pour le partager avec l'ensemble du projet, les exploitants, et puis avec toutes les directions. Donc ça permet d'avoir très rapidement des données qui normalement sont très lourdes. Hein. Le fichier DGN fait 100 mégas, le nuage de points fait plusieurs dizaines de gigas. Ça permet de le partager très rapidement avec l'ensemble de GRT Gaz sans avoir à envoyer des fichiers très lourds. Ça permet donc de le partager, ça permet d'éviter tous les déplacements sur site, avec tous les gains en productivité, en coût de déplacement, en empreinte carbone et tous les risques que ça fait économiser. L'exemple de gauche, en fait, c'est la mutualisation des données, des photos 360 qu'on peut prendre avec des drones et des nuages de points. Ça donne une autre vision du site, notamment de notre côté, c'est pour les études de danger. Ça nous permet d'avoir une vision, le nuage de points très précise du site, et puis les photos 360 prises en aérien permettent de voir aussi tout l'environnement du poste qui est important pour nos études. Alors, la mise en place de la solution. Tu peux passer au slide suivant. Ouais. Donc, dans un premier temps, Sim2 nous a proposé un custom branding, donc une adresse dédiée avec un habillage.
Donc, on a décidé que 100% de l'entreprise pouvait avoir accès en visualisation à Syn2Cloud, donc ça fait à peu près 4800 personnes. Et on a souhaité, donc, pour le lancement de l'outil, que tout le monde puisse consulter tous les projets de Syn2. Alors, certains sont quand même secrets, on va dire, mais la plupart des projets sont accessibles à tout le monde. Et le but est, alors par exemple, pendant un entretien de nos RH, pouvoir faire visiter un poste à un candidat pour lui montrer le travail, pour lui donner envie ou pour en discuter avec lui. Mais aussi, beaucoup de nos collègues de bureau n'ont jamais vu de poste gaz, et ça peut permettre à certains de mettre tout simplement une forme sur un appareil, des dimensions, sur une surface d'un poste. Et puis, le principe, c'est en général, pourquoi pas acculturer nos collègues à de la donnée technique, simplement depuis leur bureau, et leur donner peut-être envie d'aller un peu plus sur le terrain. Alors, le single sign-on, le SSO, également très important pour la sécurité de nos données. Ça nous permet de nous connecter en toute sécurité à Syn2. Et puis, la simplicité d'accès. Ça, c'était aussi très important que les utilisateurs n'aient pas encore un mot de passe supplémentaire à retenir avec tous les problèmes qui sont liés. On a pour l'instant 912 projets, donc 900 sites sur Syn2, avec un objectif de 5000 postes, donc d'avoir nos 5000 postes. Alors, il n'y a pas d'objectif avec une date, c'est-à-dire qu'on ne va pas lancer une grande campagne de scan, mais à la fin de chaque projet, on s'est engagé à réaliser un scan du site pour enrichir Syn2. On a déjà scanné donc 6300. On a déjà 6300 scans qui ont été chargés dans l'outil, dans à peu près 500 projets. Donc tous les projets n'ont pas été chargés. Et ces 1000 projets vont se remplir avec le vidage de nos armoires, avec toutes les scans qu'on a accumulés jusqu'à présent. Alors, ces dépôts sont réalisés parfois donc en interne, mais surtout par les prestataires en fait, qui réalisent les acquisitions de nuages. Ça nous fait un très gros gain en transfert de données, en place et puis en temps, surtout pour les deux parties, que ce soit GRTgaz ou du côté prestataire, c'est très apprécié. On a référencé tous les projets. Oh, tu peux rester, c'était toujours la même slide en fait. Je parle beaucoup. On a référencé tous nos projets dans notre SIG qui est hébergé donc chez Esri. Alors ça, ici, c'était une condition très importante pour la réussite du projet. Nos utilisateurs ont déjà beaucoup d'applications à utiliser. On ne voulait pas leur ajouter un autre lien dans leur barre de favoris. Donc il fallait que l'accès à Syn2 puisse se faire via un outil existant par simple clic sur une carte. Pour l'instant, on utilise un script d'import des projets manuels qui est réalisé à peu près toutes les semaines à la demande, on va dire, mais on espère à terme utiliser l'API qui sera mise à disposition par Syn2 pour remplir directement notre SIG et permettre à nos utilisateurs d'accéder à Syn2 très rapidement via le SIG. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, le workflow, l'avantage du cloud. Déjà, le fait que la donnée soit partagée avec toute l'entreprise, ça permet de s'assurer facilement de la validité du nuage en cas de modification récente de l'installation. On fait toujours des petites modifications sur nos installations. On change des compteurs, on change des pièces qui deviennent obsolètes, des robinets, et c'est pas forcément tracé. Donc, ce qui fait que sur les plans, c'est très difficile de dire si la modification a été prise. Là, sur un nuage de points, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux, et on a ce système d'annotation dans Syn2 qui va permettre directement à tous les utilisateurs de mettre une annotation en disant attention, le robinet a été changé tant, le nuage de points n'est pas forcément valide dans cette partie-là. Ça permet de limiter les échanges de fichiers avec les sous-traitants et puis de maîtriser la sécurité des données, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le principe, c'est qu'une fois que le géomètre ou notre sous-traitant a réalisé son nuage de points, on lui donne un accès temporaire à la plateforme Syn2. Il envoie directement son nuage dans Syn2 et il le publie. On peut le contrôler directement, le valider et puis éventuellement lui demander des corrections. Et puis, ça permet de maîtriser la sécurité des données parce qu'avant de faire ça, le géomètre nous le déposait soit sur un FTP dont la sécurité était peut-être pas tellement
vérifier, ou alors sinon ils nous le mettaient sur des WeTransfer. On avait plein d'autres astuces parce que les fichiers sont très lourds. On est à quelques gigas, voire quelques dizaines de gigas des fois, ce qui rendait les choses très compliquées. Et puis de notre côté, ça saturait notre bande passante. Donc voilà, le fait de pouvoir uploader directement sur Synto, c'est un gros progrès de notre côté. Ça permet de visionner rapidement le résultat d'un scan et puis de le valider depuis n'importe où, visuellement et qualitativement, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet très très bonne. On va pouvoir ouvrir le nuage de points, vérifier qu'on a bien que le nuage correspond bien aux spécifications qu'on avait données à notre géomètre en termes de précision et puis de nombre de points acquis. Et on va pouvoir faire des coupes très rapidement pour vérifier que les nuages ont été bien assemblés. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Et donc, ça nous permet de demander au géomètre de refaire son assemblage et puis de nous envoyer le nuage mis à jour. Et ça, sans avoir à le télécharger de notre côté. Et puis, bien sûr, ça permet de partager ce nuage avec tout le monde, avec toute l'entreprise, assez rapidement, puisqu'une fois qu'il est uploadé, tout le monde a accès à ce nuage. On peut passer à la slide suivante. Alors, nos attentes, c'est de faire du nuage de points, en fait, la représentation numérique de nos installations, bon, le jumeau numérique, hein, on va dire, et puis de le lier avec toutes nos autres bases de données, donc la GMAO, notre PLM, tout ce qui pourrait venir décrire les installations qui sont présentes sur le nuage de points, et en plus de notre SIG, puisqu'on a déjà référencé toutes ces données-là dans notre SIG. On a quand même une très grosse attente sur l'intelligence artificielle de Synto, qui va permettre de détecter les assets et peut-être, pourquoi pas, modéliser ou mettre à jour des maquettes 3D par la suite, ce qui nous permettrait de gagner du temps dans les premières phases de projet, ou quand on doit faire des remodélisations de l'installation. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Merci Guillaume, c'était extrêmement instructif et très très intéressant. Et ta dernière slide là, est une parfaite transition pour quelques évolutions. Je vais passer très rapidement dessus, qu'on laisse un peu de temps aux questions. La première évolution, c'est quelque chose sur lequel on bosse depuis à peu près 1 an maintenant et qui va venir dans le produit, qui est déjà dans le produit en version bêta, mais qui sera diffusé en production d'ici quelques mois. C'est donc d'intégrer Synto Cloud dans un écosystème, la slide précédente, pardon, d'intégrer Synto Cloud dans un écosystème de type jumeau numérique et pour faire de la gestion d'actifs. Donc, de pouvoir intégrer vos espaces tels que construits, de pouvoir visualiser vos équipements et éventuellement connecter aussi à des plateformes d'IoT pour voir les paramètres, je dirais, intéressants, les visualiser non plus sur une maquette, qui est une maquette théorique, CAO, mais une vraie représentation du tel que construit qui est donc donné par la plateforme Synto Cloud. Donc, slide suivante, un des éléments, je dirais, pour remplir, pour gérer ces actifs, pour les localiser, c'est donc d'utiliser un moteur d'intelligence artificielle sur lequel on bosse depuis à peu près 2 ans et demi, qui va également être en production dans quelques mois. C'est la possibilité donc d'entraîner notre moteur de machine learning à aller chercher des équipements dans l'espace donc des images panoramiques, mais également dans l'espace des mèches 3D, qui donnent en général une information beaucoup plus pertinente, et donc de automatiquement géolocaliser et classifier ces équipements. Reste ensuite à bien sûr les connecter à des plateformes de GMAO, de Digital Twin, etc. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, on est ouvert à la discussion. N'hésitez pas à revenir vers nous, on n'a pas trop le temps d'élaborer sur ce sujet. Slide suivante. Un autre élément très important pour nous en termes de stratégie, c'est la possibilité d'aller vers le monde des métavers industriels. Donc, et ces métavers industriels proposent un certain nombre de challenges, puisque amener une réalité telle que construite sous forme de scan 3D dans un environnement de type immersif temps réel, c'est un sacré challenge. Et beaucoup de gens passent énormément de temps à développer des maquettes ou des modèles 3D basés sur des point cloud. Ça prend des semaines. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative, c'est différent. On va streamer directement les mèches 3D issues des scans dans les plateformes de type Unity ou Unreal
pour créer justement, pour augmenter ensuite cette donnée telle que construite qui est déjà en mesh très haute résolution, augmenter cette information par de l'animation 3D, des informations 3D qui correspondent à votre scénario. Et donc créer des expériences de métavers industriel. Ici, c'est un petit exemple où, par exemple, la donnée scan, faut cliquer pour avoir la vidéo, la donnée scan est donc enrichie. Donc la donnée scan qui vient donc de la plateforme en temps réel va être streamée dans la plateforme de jeu. Il s'agit ici de la plateforme Unreal et a été ensuite, cette information scan est augmentée par de l'animation 3D. Ici, c'est donc un petit scénario là, de livraison par camion dans un environnement un peu contraint. Voilà, ce genre d'animation est très facile à créer à partir du moment où le tel que construit arrive directement sans transformation depuis Syn2Cloud en streaming. Voilà, si vous êtes intéressé également par ces sujets, on fournit un SDK qui permet donc de streamer nos meshes directement dans Unreal ou Unity. Il y a pas mal de nos clients qui ont démarré des projets dans ce sens-là. Voilà, on va arrêter là. Merci pour votre attention. On va voir s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre, Denis. Oui, merci. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Si ce n'était pas le cas, on s'adressera directement aux personnes. Les premières questions, il y en a eu plusieurs qui concernent comment Cyn2 s'y prend pour caler la maquette 3D et le nuage de points. Ouais, c'est une excellente question. Bon, en général, avec les clients avec lesquels on travaille, la maquette et les scans sont alignés par l'utilisation de points de survey, donc des points 3D qui ont permis d'aligner la maquette et les scans dans des logiciels comme Navisworks ou Revit. Cela dit, si ce n'est pas le cas, on fournit dans la plateforme, on n'a pas eu le temps de vous le montrer, un outil d'alignement manuel qui permet donc d'aligner en translation-rotation la maquette sur les scans. Et beaucoup de gens l'utilisent et sont très contents. C'est un outil qui va évoluer très rapidement pour faire du point matching, etc. Mais en tout cas, on a toujours le moyen d'aligner des scans sur des maquettes, il n'y a pas de souci. Une autre question qui concerne le custom branding auquel a fait allusion GRT Gaz. En quoi cela consiste-t-il exactement, l'offre? Ah, tout à fait. Donc, c'est une option qu'on propose. On propose plusieurs options. Hein. Donc, GRT Gaz, pardon, Guillaume a aussi également parlé de SSO, Single Sign-On. On peut donc se connecter à votre plateforme et pour avoir donc un seul login password qui soit le même que celui que vous utilisez pour l'entreprise. Le custom branding consiste en fait à changer, je dirais, les logos Cyn2 qui apparaissent à plusieurs endroits, mais aussi également le code couleur. Elle est changée pour ceux de votre entreprise. Et ça concerne donc la barre d'interface, ça concerne aussi les emails qui sont envoyés par la plateforme pour des notifications ou pour des avertissements, etc. Donc voilà, c'est une option qui n'est pas très chère et qu'on permet très facilement d'intégrer dans notre offre. Ok, une question technique est revenue à 2 fois. Quel est le temps nécessaire pour la transformation d'un scan en maillage? Alors, comme Joao l'a expliqué, c'est une transformation qui se passe localement, donc sur le même PC où vous disposez de vos scans. En général, c'est le PC qui a été utilisé par la registration pour l'alignement des scans. C'est une opération qu'on ne fait pas, hein, j'insiste là-dessus, on ne fait pas l'alignement des scans. L'alignement des scans est fait dans des logiciels comme Recap ou comme Pharosen ou Cyclone, etc., ou Trimble, RealWorks, etc. Donc, nous, on récupère la donnée qui a déjà été donc enregistrée, et donc cette transformation est faite localement sur ce même PC, et il faut compter une minute pour des scans de 10 millions de points. Donc, comptez 1 minute par 10 millions de points pour une transformation, pour une cloud to mesh. Donc, c'est assez rapide. Le Cyn2Connect peut travailler en batch, peut travailler également en multicore, etc. Donc, voilà, il faut avoir une bonne machine pour faire cette transformation, mais ça va très rapidement. Ok. Autre question, concernant les outils de comparaison entre le modèle et le maillage, est-il prévu des rapports de concordance, différence? Oui, alors aujourd'hui non, aujourd'hui c'est un outil d'analyse visuelle et c'est à chacun de documenter les issues entre guillemets qui vont être détectés grâce à ces codes couleurs, là, le rouge-vert en particulier. Demain, c'est quelques mois, on va intégrer effectivement des outils de quantification des différences entre les meshes
issus des scans et les mèches issues des modèles CAO. Donc oui, comptez là-dessus. Sous quelques mois, vous aurez des rapports quantifiés sur ces différences et aussi sur la possibilité de dire, par exemple, s'il y a un élément du modèle ou quelques éléments du modèle ont bien été scannés ou en tout cas sont couverts par des scans ou s'ils ne sont pas couverts par des scans, sous quel pourcentage, etc. Donc d'avoir une notion de progress monitoring directement de calculer de façon géométrique dans la plateforme en 2023. Ok. J'ai une question qui s'adresse à GRT Gaz, Guillaume. Une personne vous demande si vous avez pu démontrer l'intérêt économique de faire un scan 3D par rapport à un relevé topo classique. Ça doit vous parler. Ouais. Oui. C'est une question d'actualité. En fait, comment dire, on a eu quelques erreurs sur quelques projets parce que le relevé topo classique était pas suffisant ou était un peu décalé. Bon. Ce qui fait que le nuage de points, on a maintenant, nous, alors, GRTGaz a un bureau d'études intégré, dont je fais partie. Donc, on fait tous les plans d'études pour la plupart des plans d'études pour les projets. Et de plus en plus, on préfère travailler avec un nuage de points plutôt qu'avec un plan 2D directement. Parce qu'on a des installations qui sont parfois montées sous tension. C'est-à-dire qu'on tire un peu sur les tuyaux pour les raccorder parce que on est à quelques centimètres près et puis que ça passe. Et donc, ce qui fait que eh ben, quand on doit changer juste une partie de l'installation, il faut qu'on ait les codes précises. Et par rapport à un relevé classique, ces données-là ne sont pas forcément prises en compte, alors qu'elles sont très visibles dans le nuage de points. Donc, voilà. Maintenant, de plus en plus, en interne, on demande des nuages de points et alors, on est équipé, nous, d'un scan laser, donc ce qui fait qu'on peut faire des prestations en interne. Et puis, nos géomètres ne prennent pas beaucoup plus cher, voire même le même prix, que ce soit pour un plan 2D ou pour un scan laser. Puisque de toute façon, ils utilisent un scan pour faire le relevé. Ils s'embêtent plus. La plupart ne s'embêtent plus. Pas tous, mais la plupart ne s'embêtent plus. Donc, on est à peu près sur des prix à peu près équivalents, mais la confiance dans le nuage de points côté bureau d'études est bien supérieure à celle d'un plan 2D. Ok. Voilà. Merci Guillaume pour cet éclaircissement. Il ne nous reste pas suffisamment de temps pour répondre aux questions restantes. On s'adressera directement aux personnes. Soyez-en sûrs. En tout cas, nous remercions à nouveau Guillaume Hébert et GRT Gaz pour leur participation à ce séminaire. Et nous vous remercions tous pour votre présence. Sachez que vous pouvez nous contacter via sales@sintu.com ou avec notre site, donc sintu.com. Voilà, à très bientôt pour de prochains séminaires, en l'occurrence. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous.